La langue japonaise. 92 kanas de base et 50 000 kanji historiques. Ici, un haïku de Shiki. Avec des caractères tracés rigoureusement, nous obtenons une écriture masculine chargée de force et de puissance. Avec les mêmes caractères en style curviligne, se dégage la grâce et l'élégance du trait féminin. Sur le plan graphique, le japonais est l'une des plus belles langues du monde et l'une des plus sophistiquées. Écrire en lettres d'imprimerie, que ce soit en alphabet ou en japonais, c'est quelque chose de parfaitement banal. On prend son traitement de texte sur l'ordinateur, ou son smartphone, ou sa tablette, et pouf pouf pouf, on y va et on envoie le SMS, l'email, le document, la présentation qu'on attend, que ce soit pour des besoins particuliers ou des besoins professionnels. Taper en lettres d'imprimerie sur une machine, c'est devenu quelque chose de complètement banal, on se rend même plus compte. Après la Deuxième Guerre mondiale, en Occident, se généralise la machine à écrire. Vous savez, celle de grand-papa où tout était mécanique. C'est relativement simple, il y a 26 lettres dans l'alphabet, clavier mécanique qui fait au moins 26 caractères, et un petit peu plus pour les chiffres et on appuie, boum boum boum, là comme dans la vidéo, et ça va très vite. Donc le système en Occident est assez simple. Et ces petites machines se répandent rapidement dans la société et tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit l'État, les entreprises privées, les particuliers, peut écrire en format A4 des documents officiels, formels, sans trop de difficultés. Et cette facilité d'écriture confère un avantage stratégique indéniable à l'Occident par rapport à des pays comme le Japon où l'écriture est beaucoup plus complexe, où c'est bien plus difficile de mécaniser cette écriture. Il existe au Japon depuis 1915 une machine à écrire japonaise que l'on appelle la Wabun Typewriter en japonais, donc Wabun c'est la langue japonaise, donc la machine à écrire de langue japonaise, qui n'a rien à voir avec le principe de la machine à écrire occidentale. Cette machine a été créée par Kyota Sugimoto. Ce personnage a été reconnu en 1985 à titre posthume comme l'un des 10 meilleurs inventeurs du Japon. Pour l'époque, c'est incroyable. Il a réussi sur une plaque de 50 cm² à peu près à mettre 2400 caractères sous forme de petits cubes de plomb, à les agencer, et la machine, grâce à l'opérateur qui manipule la machine, prend le caractère adéquate et va taper la feuille de papier qui est sur un rouleau derrière. Voilà, vous pouvez regarder en vidéo là. Et un bon opérateur met 1 seconde par caractère. C'est-à-dire qu'un courrier sur une feuille A4, ça prend environ 30 minutes. Quand on est bon. Et alors, si on se rend compte à relecture qu'en plein milieu, on a fait une coquille, c'est assez compliqué, ouais. Et en général, il faut tout retaper. La Wabun Typewriter, qui est une invention géniale en soi, en raison de la complexité de la langue, fait qu'elle est difficilement généralisable à tout le monde. Et en plus, elle coûte très cher. Monsieur tout le monde ne peut pas se l'acheter. Les grandes entreprises, les administrations ont un département où il y a des opératrices spécialisées pour cela, et les gens, les hauts fonctionnaires ou les commerciaux rédigent leurs documents à la main, leur donnent, et on attend que le courrier soit traité pour en avoir un en version propre. Au début des années 70, il y a Shintaro Yuba, qui est le directeur du département des correspondants du Mainichi Shimbun. Alors, le Mainichi Shimbun, c'est le plus grand quotidien du Japon. On est à peu près à 2,8 millions de tirages quotidiens. Donc c'est pas un petit journal, c'est un énorme journal, et il y a un gros département avec beaucoup de correspondants. Et certains d'entre eux couvrent la guerre du Vietnam. Et donc Yuba-san, qui voit un petit peu ses correspondants dans les gros quotidiens du monde entier, le New York Times, le Times, etc., voit qu'il ne suit pas le rythme des nouvelles. Et ça commence vraiment à le brouter, quoi. Alors, il a un pote, ce pote, c'est Mori Kenichi. Ouais, Mori Kenichi, alors lui, c'est pas n'importe qui, c'est un jeune ingénieur de 29 ans qui travaille dans les laboratoires de Toshiba, mais
il a quelque chose de particulier, c'est qu'il a mis au point quelques années auparavant une machine de tri du courrier pour la poste, bureau central de Tokyo, qui peut lire les codes postaux par reconnaissance optique. Ça fait gagner un temps incroyable à la poste. Il faut ainsi dire que même les Bell Labs aux États-Unis n'ont pas inventé ce type de système. Donc Keiichi Mori, c'est pas un petit ingénieur comme ça. Il est jeune, effectivement, mais il est très brillant et reconnu comme tel. Et un jour, Monsieur Yuba l'appelle et lui dit bon, écoute, mon petit Mori, faudrait que tu me fasses une machine à écrire un peu comme les Occidentaux, parce que là, c'est plus possible, hein, on est en train de perdre la course à l'actualité. La Wabun Typewriter, là, ça ne peut pas durer encore comme ça, hein, il faut trouver un système. Et voilà donc que Yuba pose le défi à Mori Keiichi. Derrière ce défi, il peut y avoir des millions à la clé. Et c'est pas simplement une machine pour les journalistes, ça Mori le comprend tout de suite. Si j'arrive à faire une machine accessible à tous, qui permet à tout le monde, comme en Occident, d'écrire simplement la langue, il dit je change la société japonaise. Et donc, Keiichi Mori va partir plein d'enthousiasme dans la réalisation de cette machine. Simplement, voilà, au moment de cette histoire-là, il n'a pas encore conscience à quel point la langue japonaise est endiablée. Et elle ne va pas se laisser dompter aussi facilement. Et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Keiichi Mori est un jeune ingénieur très enthousiaste et sa seule motivation, sincèrement, c'est d'aider les autres en résolvant les problèmes techniques, en leur apportant une solution technique. Voilà, ça c'est ce qui le rend heureux et quand il entend son ami Yuba lui raconter ses problèmes, il lui dit « T'inquiète pas mon gars, tu vas voir, ta machine, je vais te la mettre au point. » Il ne savait pas dans quoi ils allaient s'engager. Donc Keiichi Mori reprit naturellement une Wabun Typewriter et il améliora le système. Il va faire une Wabun Typewriter qui n'est pas mécanique mais qui est optique. Un stylo optique, la personne peut sélectionner le caractère qu'elle veut, ça s'affiche, bon, c'est très rudimentaire et il est fier de son amélioration et il va la présenter 2-3 mois après à son ami Yuba. Yuba l'apprend, il essaye de faire un article, et là Yuba le regarde et il lui dit c'est-à-dire ton truc là, hein, on peut pas l'utiliser, hein, c'est direction le placard. Alors là, pour Mori, c'est la claque, hein. Là il a mal. Donc de retour à son labo, Mori-san, il va parler à son chef, il lui parle du projet, de la question, il lui demande un peu de ressources parce que tout seul, il va avoir du mal. Donc le chef est emballé, il lui dit mais c'est pas mal comme projet, c'est quelque chose vraiment qui peut changer le futur, non pas simplement de Toshiba, mais de toute la société japonaise en son entier, et il faudrait vraiment que quelqu'un vraiment s'y colle, et pourquoi pas nous. Et donc il lui confie 2 autres ingénieurs du même âge, et ils forment une équipe pour pousser le projet. Et tout le monde a bien conscience que ce projet est stratégique pour le futur du Japon. La difficulté, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de modèle de traitement de texte existant sur lequel on pourrait s'inspirer pour l'améliorer. Non, on n'écrit pas le japonais de façon mécanique, ou alors c'est très fastidieux comme on l'a vu. Donc il va falloir inventer tout de zéro. La solution ne peut pas être mécanique, ni simplement optique. L'électronique et l'informatique vont venir à la rescousse, et dans les années 72, on commence à avoir des systèmes qui peuvent venir en aide. Et Keiichi Mori le comprend tout de suite, et il va prendre cette direction. Son idée, elle est très simple. Comme sur une machine occidentale, il faut taper le japonais en phonétique, alors soit en hiragana directement, soit en alphabet, et c'est à la machine de convertir automatiquement, par une fonction henkan, transformation. Tout le travail de la petite équipe de Mori va consister à réaliser cette boîte, henkan, cette transformation. Parce que faire un clavier en hiragana ou en alphabet, ça on sait faire. Maintenant, il faut entrer les données dans cette boîte-là, et ressortir la phrase juste, transformée en kanji, les hiragana aux bons endroits, etc. Le principe est simple, dans l'idée, mais pour cela, ils ont besoin de mieux comprendre ce qu'est la langue japonaise.
Et puis face à la langue japonaise et à ses difficultés, les ingénieurs vont commencer à vite déchanter. Ils vont même appeler leur langue, le japonais, la langue du diable, parce qu'elle est techniquement très difficile à dompter. Ils font appel à des linguistes, et les linguistes leur disent simplement, de par la nature même de la grammaire japonaise et de la structure des kanji, etc., votre petite boîte que vous appelez henkan, c'est de la flûte, ça c'est dans votre tête d'ingénieur, mais c'est impossible à faire. Le premier gros problème auquel font face les ingénieurs, c'est la quantité énorme d'homonymes. Et oui, en japonais, on a 5 sons A, I, U et O, puis des dérivés, kakiku keko, sashisu seso, mais la base c'est 5 sons. Comme c'est en plus un syllabaire, on n'a pas toutes les combinaisons possibles que l'on peut avoir dans le système alphabétique. Donc, par rapport à une langue occidentale, le japonais est une langue plutôt pauvre en sons. La conséquence immédiate, c'est qu'il y a une quantité énorme d'homonymes. Mais énorme! Regardez là, on est à plus de 49 homonymes sur un mot. Alors, à chaque mot, ce sont des kanji différents, parce que c'est des sens différents. Mais quand vous rentrez juste le mot dans la machine, comment elle peut savoir que c'est le bon parmi les 49? Dans une phrase, prenez par exemple la phrase « Kisha no kisha wa kisha de kishasuru ». 1, 2, 3, 4, 4 mots qui se lisent kisha avec des kanji différents et chacun a un sens bien précis. Comment voulez-vous que la machine intuitivement devine de mettre le bon mot à bon escient, aux bons endroits, en kanji? Et ça, c'est en travaillant la langue japonaise que les ingénieurs se rendent compte que ça va pas être une mince affaire que de faire comprendre à la machine, surtout les machines de l'époque, hein. On parle pas des Intel i9 ou des super technologies que l'on a aujourd'hui, non, non. Les ordinateurs, quand on parle d'ordinateur, ça fait encore des placards, hein. C'est des trucs énormes pour avoir la puissance d'une calculatrice. Donc il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas de question d'intelligence artificielle, tout ça à l'époque, hein. L'autre difficulté, c'est qu'entre les mots, il n'y a pas de césure. Et oui, la langue japonaise ne connaît pas les espaces, comme dans la langue occidentale. Et selon où on fait la césure, parfois, le sens de la phrase change du tout au tout. Et je vais vous donner une anecdote, d'ailleurs c'est une blague culturelle, avec la phrase qui est inscrite ici. Il y a 2 façons de la retranscrire. Celle-là, premier, puis celle-là, deuxième. En hiragana, c'est exactement la même phrase. Simplement, en fonction de là où on a fait la césure, c'est plus du tout la même phrase. C'est une histoire réelle qui s'est passée vraisemblablement au Moyen-Âge au Japon, où les villageois allaient prier au temple du village, se retrouvent nez à nez avec cette pancarte écrite uniquement en hiragana, et les villageois ont compris, à juste titre, qu'il fallait se mettre tout nu pour entrer dans le temple, c'était les nouveaux ordres. Et donc, ils se déshabillent, ils rentrent dans le temple tout nus, et là, le responsable du temple, complètement affolé, les voit en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade, rhabillez-vous » Mais il dit « Mais non, c'est vous qui avez écrit la pancarte. » Alors il va voir la pancarte, il lit, et là il comprend qu'il y a un lapsus possible. C'est justement dû à la césure et aux incompréhensions. Et là il leur dit la bonne phrase telle que lui l'a pensée, et tout le monde s'est regardé, a éclaté de rire, et les choses se sont terminées comme ça. Bon, ça c'est dans la vie humaine. Mais comment faire comprendre ça à une machine? Donc la grande quantité d'homonymes. Les questions de césure au bon endroit, ça a été un énorme problème pour les ingénieurs japonais. Keiichi Mori avait toutefois une intuition depuis le début. Il disait il va falloir qu'on fasse un dictionnaire de langue, informatisé, avec les mots en kanji classés comme dans un dictionnaire. Donc il a demandé à un de ses ingénieurs de travailler sur ce dictionnaire, et au fur et à mesure de ses recherches et de cette conception de dictionnaire, cet ingénieur prend conscience que la langue japonaise, en fonction du domaine dans lequel on retrouve toujours des mêmes mots spécifiques que l'on ne va pas trouver ailleurs. On parle de la même chose, mais ce n'est pas les mêmes mots selon les domaines. Il va se rendre compte également que le dictionnaire de langue standard est assez pauvre dans les mots d'affaires, les mots de business, notamment toutes les formes honorifiques, etc. Donc il va falloir les intégrer en plus. Il va falloir faire un dictionnaire enrichi qui s'utilise à tous les domaines de la vie courante. Donc il y a un énorme travail de recherche lexicale, de mise en ordre et d'informatisation déjà de ce premier bloc, on pourrait dire, d'information. Ça va être finalement la base de données du système. Voilà, donc c'est dans lequel le système va devoir aller piocher à bon escient les bons mots en fonction de l'entrée en hiragana ou en alphabet que l'on aura.
Par exemple, dans l'expression Kankyo Osen, pollution de l'environnement, il y a 4 kanji. Le premier kanji qui se lit kan. En fait, si on prend un dictionnaire de langue japonaise, il y a 80 kanji qui ont la lecture kan. Pour kyo, le son kyo, si on prend un dictionnaire japonais, il y en a 50. Pour le o, il y en a 15, et pour le sen, il y en a 60. Si on multiplie ces 4 chiffres entre eux, ça fait 3 600 000 possibilités. Et avec la technologie de l'époque, quand on rentre en phonétique Kankyo Osen dans la machine, et qu'on attend que la boîte Enkan trouve les bons kanji et les associe les uns après les autres, il faut qu'elle extrait une solution, une possibilité, la bonne, parmi 3 600 000. En d'autres termes, changer le mot Kankyo Osen en kanji, ça prend plus de 20 secondes. Vous imaginez, vous tapez un mot et vous devez attendre 20 secondes que la machine réagisse? Donc c'est pas possible. C'est une façon de procéder qui n'est pas opérationnelle et qui n'est pas envisageable. Ça, c'est un défi. L'électronique, l'informatique de l'époque, en plus d'être très volumineuse, est très lente. Et donc les ingénieurs se confrontent à ces barrières techniques et ils vont devoir faire preuve d'artifice et d'ingéniosité incroyable pour contourner les problèmes et arriver à une solution viable. Au début, ils sont sans mots, ils n'ont pas les réponses. Mais un jour, au détour d'un karaoké et d'une chanson, l'un des ingénieurs écoute les paroles et entend « Nidoto kaeranai », je ne reviendrai plus, « Nidoto kaeranai ». Et il mémorise en tête l'écriture et il se dit « Mais la façon d'écrire « Nidoto », le « do », n'est valable ici que parce qu'il y a un « de » qui est juste avant, il y a le « ni » qui est avant. Et donc il se dit « Il ne faut pas prendre kanji par kanji », mais il faut prendre par groupe, par bloc. Et dès le départ, on va réduire les possibilités. Donc, dans Kankyo Osen, il ne faut pas prendre kan tout seul. Il faut prendre kan et kyo. Et quels sont les mots qui ont ces deux possibilités, en fait, ensemble? Et là, on descend les possibilités, les solutions à un taux vraiment bas. En faisant pareil pour Osen, Kankyo Osen, il n'y a pas 36 possibilités, il n'y en a plus qu'une. Et cette possibilité apparaît tout de suite dès qu'on met ces filtres en place. Et le temps de conversion est divisé quasiment par 2. Grâce à cette technique, de 20 secondes, on arrive à peu près 10 secondes. Donc c'est un grand pas en avant dans la compréhension de ce que va être le traitement de texte japonais. Mais l'idée de Mori, et tous les ingénieurs sont d'accord, le traitement de texte ne sera viable et accepté par des clients que si on a un taux de conversion qui est juste à au moins 95%, avec un temps de conversion inférieur à 3 secondes. Donc, ils mettent quand même au point une machine, prototype dans leur laboratoire, qui fait plusieurs placards, qui coûte 20 millions de yens, ça fait à peu près 140 000 euros. Donc c'est un très beau joujou, mais on n'en fait pas un produit vendable. C'est à ce moment-là qu'il y a un coup incroyable qui apparaît. Il y a monsieur Tetsuya Mizoguchi, qui arrive, qui déboule dans le laboratoire, et en fait, lui, c'est le patron de l'usine informatique de Toshiba. Et il leur dit, grosso modo, la direction générale ne croit pas à l'informatique, génial, ils n'y croient pas, ils veulent retirer la société de ce secteur d'activité, et mon usine est sur la sellette. Et moi, je dois leur montrer que c'est vraiment l'avenir, il ne faut pas que Toshiba se retire de ce secteur. Mizoguchi, qui est le patron de l'usine, dit à Mori, laissez-moi développer votre produit, d'en faire une solution commerciale. Moi, j'y mettrai des ingénieurs en plus, je vous donnerai les moyens, on va faire ça ensemble et on va sauver l'usine. Une fois le projet dans les mains de l'usine, du directeur de l'usine, M. Mizoguchi confia une dizaine d'ingénieurs à Mori pour développer le produit. 3 objectifs. Réduire la taille du produit, il ne peut pas faire plusieurs placards, avoir 95% de réponses justes, et troisièmement, avoir un temps de conversion hiragana-kanji par mot inférieur à 3 secondes. Mais en juin 1977, un des vice-présidents tout en haut de la direction générale
avant de cette histoire de traitement de texte. En juin 77, il déboule dans l'usine, à l'improviste, et dit « Qu'est-ce que vous faites avec les sous de la compagnie? C'est pas là. Finalement, tout en haut de la chaîne, c'est moi qui prends la responsabilité de vos histoires. Je suis même pas au courant. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? De toute façon, on va la fermer, cette usine, et l'informatique, on n'y croit pas. » Et donc Molly lui explique qu'on fait un traitement de texte. Et il lui dit « Rien à faire, parce que les opérateurs spécialisés dans tout le Japon qui sont capables de manipuler correctement les Wabun Typewriter, il y en a moins de 100 000. Donc un marché de moins de 100 000 pour une machine aussi coûteuse, j'y crois pas, c'est mort d'avance, et donc non. » Et là, Molly se démonte pas. Il regarde, il lui dit « Non, c'est là où vous faites une erreur, monsieur. Ce n'est pas une machine pour les typographes uniquement. C'est une machine pour tout le monde qu'on est en train de faire. Ce que vous voyez là, c'est le futur du Japon. Et si c'est pas nous qui le faisons, c'est les autres qui le feront. Laissez-nous encore un peu de temps et on vous montrera. » Alors dans l'agenda de Molly, il avait encore 6 mois. Mais le grand patron lui dit « Vous avez qu'1 mois pour le faire. Dans 1 mois, je reviens jour pour jour, je veux voir une machine qui marche, sinon c'est terminé. » Je peux vous dire qu'à ce moment-là, les équipes, elles ont pris un sacré coup de pression. Les ingénieurs se sont mis encore plus au travail d'arrache-pied, jour, nuit, ils n'ont pas dormi, ils ont mis les lits de camp dans l'usine, tout. Ils décrochaient plus du projet, il fallait que dans 1 mois, on ait une solution clé en main à montrer au vice-président. Mais voilà, la machine était encore trop lente. Parce que il y avait un temps de latence en raison de hiragana, katakana, kanji. Et tout d'un coup, une idée jaillit de l'esprit d'un ingénieur. Mais si au lieu d'avoir une entrée hiragana et après une conversion katakana ou kanji, on ne la faisait pas nous-mêmes, la séparation dès le départ. C'est-à-dire qu'une touche spécifique sur le clavier dédiée au katakana. C'est-à-dire vous appuyez sur cette touche-là et tout le clavier passe en katakana. C'est pas à la machine à sélectionner et à choisir les katakana. C'est quelque chose que nous faisons à part. Donc il y aurait une base de données kanji, une base de données pour les mots en katakana, et c'est l'opérateur qui choisit le clavier adéquat. S'il a le clavier hiragana, ça va piocher dans la base de kanji. Si il a le clavier configuré en katakana, ça va tout de suite chercher les mots en katakana. Et là, coup de baguette magique, en opérant cette séparation, ça soulage le microprocesseur dans le traitement, et la machine choisit à bon escient les bons mots dans un temps inférieur à 3 secondes. Et là, c'est gagné. Pour la démonstration finale, il fallait prouver que la machine soit utilisable par tout le monde. Donc, ils ont demandé à une assistante qui s'appelait Noriko de venir tester la machine. Donc on lui a dit « Tu apprends pendant 1 semaine un peu un clavier, comme si c'était une machine occidentale. On te donnera le jour J une lettre commerciale, donc avec du vocabulaire sérieux, poussé, enrichi, et ton travail sera devant le président de la retaper. » Le jour J arrive, le vice-président arrive pour voir la machine, il arrive dans le parking, et là, coup de Trafalgar, la machine qui était prête s'éteint. Problème d'Alim. Évidemment, problème d'Alim. Voilà, donc les équipes se rushent, trouvent la panne, hop, changent la lime, hop, et quand le vice-président met un pied dans la salle, la machine se rallume comme si de rien n'était. On fait venir Noriko, on lui présente la lettre qu'elle doit recopier, Noriko tape gentiment, et la machine réagit normalement, bien, comme un traitement de texte classique, et Noriko, en l'espace de 3-4 minutes, tape une lettre au format A4. Et elle n'est pas opératrice, elle n'est pas typographe, c'est Mademoiselle Tout-le-Monde qui est devant la machine. Et là, une fois que la lettre est terminée, elle appuie sur le bouton Impression, et l'impression sort. C'est le JW10, le premier traitement de texte au Japon, conçu par Toshiba. À ce moment-là, le vice-président regarde l'écran, reste silencieux, regarde les équipes, et bien forcé de constater qu'il a devant lui la révolution du Japon que tout le monde attendait. Il les regarde avec un sourire, il leur dit « Noriko-san, c'était comment la machine ?» Elle lui dit « Ça va, c'est assez facile à utiliser, c'est pas trop mal. »
j'ai bien aimé, c'est une machine intéressante. Il regarde Molly une nouvelle fois et lui dit c'est bon, on part avec ce produit, on conserve l'usine, on va lancer en masse ce produit. Et quelques mois après, c'est-à-dire en février 1979, le JW10 voit le jour sur le marché japonais et c'est une nouvelle ère pour le Japon qui commence, l'entrée du Japon dans l'ère du traitement texte où l'écriture typographique, l'écriture d'imprimerie devient accessible à tout le monde. La machine est d'un prix d'abord assez coûteux, ce n'est que les professionnels qui peuvent l'utiliser, mais dans un deuxième temps, les principes développés dans cette machine sont repris par d'autres constructeurs, et avec l'évolution de l'électronique et l'informatique, le système est miniaturisé de plus en plus, et cet outil fabuleux d'écriture va être utilisé dans toutes les sphères de la société, l'État, les entreprises privées, les écoles, les particuliers. Et le Japon peut enfin entrer dans l'ère moderne, au même titre que les pays occidentaux, et n'est plus du tout handicapé par la complexité de la langue. Au fil du temps, le système n'a fait que gagner en performance, s'est réduit, a été répliqué dans tous les objets, tablettes, téléphones. Mais il faut savoir que ce petit bout de programme, qui a une base de données incroyable de mots derrière, aujourd'hui c'est rien, c'est une brique parmi tout un château, mais à l'époque, cette brique, il a fallu la développer. Alors aujourd'hui, mes très chers japonisants, je voudrais vous dire que la prochaine fois que vous utiliserez un moyen de saisie informatique en japonais sur votre smartphone, pouf pouf pouf, pour écrire à votre amoureux ou votre amoureuse, pouf pouf pouf, un mot doux, vous aurez une pensée pour Molly et son équipe, parce que sans eux, peut-être que vous ne pourriez même pas le faire aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un sujet qui m'éclate, qui est à la croisée de la langue et de la technologie, de la culture, et je voulais vous en faire part dans cette vidéo aujourd'hui. Sur ce, je vous dis bon travail à tous et à la prochaine.